Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média à cette autre émission du débat de la presse, l'émission hebdomadaire sur votre chaîne panafricaine qui retrace l'actualité nationale au Cameroun, c'est bien sûr en Afrique centrale, le pays du président Paul Biya. Nous allons actuellement présenter l'actualité de la semaine avec une kyrielle d'invités dans ce studio, les confrères des journaux parlés et écrits au Cameroun, avec bien évidemment un membre de la société civile avec qui nous allons échanger sur l'actualité phare de la semaine. Vous le savez tous, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a célébré donc ses 40 ans. C'était hier au niveau de Malabo, c'est en Guinée équatoriale, et l'ensemble des autres pays de la CEMAC ont également magnifié l'événement sur ce plateau. Donc nous allons revenir sur le bilan et quelques perspectives, et bien évidemment le budget monétaire de la CEMAC. Dans ces perspectives, nous avons comme invité dans ce plateau deux journalistes et un membre de la société civile. À ma droite, ici, j'ai Idriss Linge, qui est journaliste au journal du Cameroun.com, un journal en ligne. Et bien évidemment, à ma droite, Ahmed Mbala, qui est journaliste à l'Indic. Et Eugène Foyette, autant pour moi, membre de la société civile association Positive Génération. Messieurs, bienvenue et surtout merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà, nous avons trois thèmes donc à débattre ce jour. BEAC, 40 ans. Quel bilan, quelle perspective? C'est le premier temps, donc, temps fort de cette émission. Deuxième thème, sûreté nationale. La police camerounaise se modernise. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donc sorti des décrets qui rehaussent aujourd'hui le fonctionnaire de la police camerounaise. Nous savons surtout aussi que la police camerounaise tient une formation régionale pour former la police mondiale. Et ça se passe ici même à Yaoundé. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette information sur Afrique Média. Et le troisième thème, donc, c'est Assemblée nationale. Révision des textes constitutionnels, révision du code électoral, introduction donc du budget programme comme nouvel élément de gouvernance au Cameroun et même en Afrique centrale. Et puis je tiens à rappeler que l'émission est interactive. Vous le savez tous, chers téléspectateurs, vous pouvez participer avec les SMS au 99 47 95 27. Je rappelle 237 code du Cameroun, 99 47 95 27. C'est donc les codes d'accès à la participation à cette émission. Nous allons commencer cette émission avec l'éditorial qui va se transformer en interview. Nous allons bien évidemment écouter le professeur Nicolas Aborou qui est économiste et qui nous parle du franc CFA. Nous allons avoir l'opportunité d'écouter ces grands économistes africains qui reviennent sur les stratégies monétaires du franc CFA et la BEAC. Que je vous propose à présent de suivre l'interview du professeur Nicolas Aborou. Que dans le temps comme dans l'espace, lorsqu'on parle de la souveraineté des États, c'est trois choses, à savoir la monnaie, la défense, pour ne pas dire le militaire, et la constitution. Et dans ce triangle de souveraineté, l'élément le plus important, c'est la monnaie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a sa propre monnaie, on utilise cette monnaie et on met en mouvement le génie d'invention, le génie créatif de la population. La monnaie, c'est le carburant, c'est-à-dire vous avez une voiture neuve. Toutes les pièces sont au grand complet. Mais tant que vous n'y avez pas mis le carburant, la voiture ne bouge pas. C'est comme ça tous les pays. Donc, les États, les 15 États africains utilisateurs du franc CFA sont paralysés dans leur développement par une monnaie qui ne leur appartient pas. Donc, avant d'aller plus loin, il faut dire que lorsqu'on a sa monnaie, on fait travailler le peuple. Le peuple, en travaillant, non seulement arrive à satisfaire ses besoins, mais peut exporter. Et quand on exporte, on obtient l'argent des autres, qu'on appelle les devises. Et grâce à ces devises, on peut importer
Par exemple, tout le matériel militaire est constitué l'armée, la défense. Ça devient le deuxième point du triangle. Et lorsqu'on est puissamment armé et qu'on se nourrit et qu'on est indépendant économiquement, à ce moment-là, personne ne viendra marcher sur votre constitution. Le troisième point du triangle est formé. Dans le cas particulier des 15 pays africains utilisateurs du franc CFA, eh bien, nous ne pourrons jamais observer ces triangles de souveraineté parce que la base, c'est-à-dire la monnaie qu'on appelle le franc CFA, ne leur appartient pas. Donc, l'occasion que vous nous donnez va nous permettre d'expliquer aux Africains comment, justement, le franc CFA bloque ces 15 pays d'Afrique utilisateurs du franc CFA. D'abord, ça revient fatalement à expliquer le mécanisme de fonctionnement de la zone franc CFA. Cela se résume en deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle les institutions de la zone franc CFA. Et deuxièmement, les 4 principes de la même zone franc CFA. Que ce soit les institutions d'une part et les 4 principes d'autre part, convergent vers le blocage socio-économique et politique des pays utilisateurs du franc CFA. Donc, si vous nous le permettez, nous allons passer en revue les institutions. Ce sont les chefs d'État africains, utilisateurs du franc CFA, qui constituent l'organe suprême, qui décident à l'unanimité tout ce qui va se passer dans la zone franc CFA. Ça, c'est sur papier. Parce que le principe de l'unanimité dont on parle, si on voit ce qui s'est passé tout récemment en Côte d'Ivoire, avant d'exclure la Côte d'Ivoire de Gbagbo de la BCEAO, ce ne sont pas tous les 8 chefs d'État africains qui se sont réunis. Deuxièmement, il y a le Conseil des ministres. Il est dit encore dans les statuts que c'est le Conseil des ministres qui a le pouvoir, par exemple, de définir la politique monétaire, la politique de crédit, et surtout qui a le pouvoir de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA. Ça, c'est encore sur papier. Dans la réalité, c'est inexact. L'exemple le plus frappant, c'est la dévaluation du franc CFA en 1994. Tous les chefs d'État reconnaissent que la décision de la dévaluation leur a été imposée par la France. Donc, il y a les 3 banques centrales qui sont la BCC, c'est-à-dire la Banque centrale des Comores, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCEAO, la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces 3 banques centrales, comme toute grande entreprise, ont ce qu'on appelle un conseil d'administration qui gère chacune des banques. Et dans ces banques, dans ces conseils d'administration, il y a des Français. Ici et maintenant où nous parlons. Et ces 3, on va d'ailleurs donner la composition de ces 3 à la BCC. Il y a, c'est la Banque centrale des Comores, dans le conseil d'administration, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français et 4 Comoriens. Ensuite, à la BEAC, il y a 13 administrateurs, dont 3 Français. Et à la BCEAO, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français, parce qu'il s'agit de 2 administrateurs par État membre. Comme il y a 8 pays membres de la BCEAO, 8 fois 2, ça fait 16, plus la France, ça fait 18. Voilà, retour dans ce studio où nous venons de suivre un extrait de l'interview du professeur Nicolas Agowou, qui est économiste en la matière. Il nous a présenté les institutions monétaires de l'Afrique et bien précisément la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Actuellement, il retrace l'ombrelle, on va dire, la relation qui existe entre le franc CFA et l'euro chapeauté par la France. Je propose de vous écouter une fois de plus le professeur économiste. Le franc CFA est une propriété à part entière de la France. C'est la France qui l'a inventé en 1945
conformément à l'article 3 du décret 01-36. Alors, c'est une propriété à part entière de la France et ce sont les Africains qui, malheureusement, après la décolonisation, n'ont pas eu le courage de rejeter le franc CFA qui, à l'origine, veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Les pays du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, qui a quitté la zone franc CFA en 1957 et qui se porte très bien, suivi en 1958 par la Tunisie et plus tard, en 1963, par l'Algérie. Tous les pays d'Afrique qui se portent nettement mieux par rapport aux pays utilisateurs du franc CFA, ce sont les pays du Maghreb. Donc, toutes les théories que les gens annoncent pour dire que le franc CFA est une bonne chose, eh bien ces théories-là sont là pour tromper les Africains. Dans ce lien historique entre la monnaie africaine, le franc CFA donc, et bien évidemment la France, le professeur revient précisément sur l'histoire en parlant du nazisme monétaire qui a dompté cette économie entre la France et le Cameroun. Pour terminer donc cette interview, je vous propose une fois de l'écouter au micro d'Afrique Média. La France a hérité du nazisme monétaire pour faire ces pratiques-là. Disons un seul mot dessus. Lorsque la France était occupée par les Allemands nazis, non seulement les nazis versaient partout du champ, mais les nazis étaient présents partout, à tous les postes stratégiques financiers, que ce soit à la Banque centrale de la France qu'on appelle la Banque de France, que ce soit à la douane, partout où il y avait de l'argent. Et c'est comme ça, les nazis pillaient systématiquement les pays qui ont été mis sous sa domination, dont la France. Mais ce nazisme monétaire se manifeste non seulement par la présence des nazis dans les conseils d'administration des banques centrales, mais aussi par, la dévaluation de la monnaie locale, 2, par le remplacement de la monnaie locale par une monnaie coloniale, et troisièmement, par l'ouverture à Berlin des comptes d'opération. Et c'est tout ça que la France a pu reprendre à son compte dès qu'elle a été libérée en 1945. Nous revenons donc dans ce studio pour le débat de la presse sur Afrique Média. Nous l'avons annoncé en début d'émission, nous avons une kyrielle d'invités, donc je vais avoir le plaisir de présenter à ma droite Idriss Lenj, qui est journaliste au journal du Cameroun.com, une édition donc en ligne. Bon après-midi et surtout merci d'être là, Idriss. Bonjour Serge et merci de m'avoir invité. Voilà, et juste à ma gauche, j'ai également Ahmed Mbala qui est journaliste à l'Indic. Bon après-midi et merci d'être là. Bon après-midi Serge et bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs. Tout juste à côté de vous, c'est Eugène Foyette qui est membre de la société civile et plus précisément de l'association Positive Génération. Bienvenue. Merci Serge, merci de nous avoir invités à Afrique Média. Voilà, je vais commencer avec vous, Idriss. Vous êtes journaliste au journal du Cameroun.com et vous êtes spécialisé des questions d'économie. Alors, après avoir suivi cette interview, on a l'impression que beaucoup de choses sont dites, n'est-ce pas, sur la BIAC après la célébration de ses 40 ans. Merci Serge de me donner l'occasion de revenir sur cet anniversaire des accords de coopération monétaire et de la création de la BIAC. Je vais rectifier un peu, peut-être pas spécialiste au sens le plus profond. Mais plus sérieusement, pour revenir à l'anniversaire, aux 40 ans de la BIAC, j'ai été marqué par une image hier quand j'allais au ministère de l'économie et des finances. J'ai vu une grosse fête au siège de la BIAC nationale et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit qu'on célébrait les 40 ans de la BIAC. J'étais absolument amusé parce que je me suis dit, mais bon voilà, est-ce qu'il y a vraiment lieu à faire une fête? C'est quoi le bilan aujourd'hui avec la BIAC? Pour ma part, la réflexion que tout cela me suggère,
part d'abord d'un questionnement. Où voulait-on aller lorsqu'on a créé la BEAC? Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour moi, ce sont les questions fondamentales. Où voulait-on aller? On nous a dit qu'on voulait travailler autour d'une monnaie stable. On voulait travailler à avoir une monnaie solide. On voulait travailler à avoir une monnaie qui aurait pu soutenir le développement des pays membres de la zone CEMAC. Alors aujourd'hui, 40 ans après, c'est pas moi qui le dis, la monnaie jouit d'une certaine stabilité, le franc CFA BEAC jouit aussi d'une certaine solidité. Il a jusqu'ici réussi à résister à un ensemble de chocs. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en pleine crise financière internationale. Nous sommes même en pleine récession au niveau du premier partenaire de la zone qu'est l'Europe. Nous sommes dans une situation où les pays émergents qui sont une alternative économique connaissent aussi des petites frilosités. Donc le franc CFA aujourd'hui doit gérer un certain nombre de chocs. Mais maintenant sur le plan du développement, et c'est pas moi qui le dis, même la CEMAC le reconnaît. Du moment que la CEMAC a produit un programme économique régional qui vise à le rendre émergent en 2025. Alors la CEMAC reconnaît comme point de départ qu'elle est immergée. Elle est immergée et c'est pour ça qu'en 2025, elle espère être émergente. Et évidemment, avec cela, il faudra revoir les techniques de politique monétaire pour pouvoir permettre un meilleur soutien de l'économie. Donc, à mon avis, le franc CFA, bon ou pas bon, je trouve que c'est pas le bon débat. Le bon débat serait de se poser la question: quels sont les avantages qu'on peut tirer de cette monnaie et comment faire pour qu'elle devienne optimale dans le cadre des projets de développement que la communauté et ses États membres envisagent d'atteindre d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années. Ahmed Mala? Oui, je ne vais pas revenir sur tout ce que Idriss a dit. Oui. En fait, moi, je vais rentrer dans la célébration, la commémoration de ces 40 ans de la BEAC, on dit. En fait, quand vous regardez les thèmes qu'ils ont évoqués pour cette célébration, j'écoutais encore hier l'envoyé spécial de notre radio nationale en direct de Malabo qui expliquait un peu comment le côté festif et tout ce qui avait été organisé de ce côté-là. Mais dans les thèmes, on parle par exemple d'intégration monétaire, on parle par exemple de perspectives, expériences et perspectives. Bon, mais moi, je m'attendais quand même, on sait que la BEAC a connu ces derniers temps des grands scandales financiers et on n'a pas évoqué un seul instant comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce genre de détournement, ce genre de vol organisé, ce gangstérisme économique. Donc, j'ai observé tout cela, je me suis dit, bon, voilà la BEAC qui célèbre ses 40 ans et ne pense pas à prévenir, par exemple, ce dont je viens d'évoquer tout à l'heure. On se rappelle du rapport commandé du FMI, Fonds monétaire international, où on parlait de 101 employés de la BEAC qui étaient trempés, qui seraient concernés dans un détournement de près de 31 millions d'euros. Jusqu'à aujourd'hui, personne, on ne connaît pas, personne, aucun jugement n'a été rendu public, aucune condamnation n'est connue. Les chefs d'État même, les 6 chefs d'État même, ne manifestent aucune envie ou alors ne manifestent aucun intérêt à ce que l'argent soit remboursé. Pourtant, ils se sont retrouvés en janvier 2010 où ils s'engageaient à faire la lumière sur ce détournement de plus de 30 milliards de nos francs. Vous comprenez qu'avec tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire d'un bilan? Ça signifie quoi? Ça signifie que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. C'est-à-dire, rien que dans le fonctionnement de la banque, on comprend qu'il y a des soucis. Et les responsables, même ceux qui étaient indexés par les enquêtes, aujourd'hui, certains sont députés et ils ont même eu l'amende de l'onction de certains présidents. Je parle d'un député qui a eu l'onction de son président. Il y a certains qui sont des directeurs de cabinet des présidents aujourd'hui qui étaient indexés dans ce détournement de l'argent. Vous comprenez que quand on va faire le bilan aujourd'hui, on va faire la fête
Idriss l'expliquait sur un autre plan, et même dans le plan du fonctionnement, et même dans le plan peut-être de cette gabegie, de ces détournements, de ce vol. Vraiment, je me dis qu'il est important que nous soyons un peu conscients de ce que nous voulons nous-mêmes. Voilà, Eugène, au-delà des manifestations que l'Afrique centrale a connues ces jours pour célébrer les 40 ans de la BEAC, est-ce que quand même en propos introductif, vous pouvez donner votre point de vue sur cette manifestation des 40 ans de la BEAC? Juste en tant que société civile, tout ce qu'on peut dire, c'est est-ce que la BEAC a été une émanation panafricaine? Est-ce que c'était un projet panafricain? Depuis la conférence de Fort-Lamy, pour ne parler que du Cameroun, qui nous a consacré le siège, qu'est-ce que la BEAC nous a apporté? Est-ce que ce n'est pas une boîte de blanchissement? Est-ce que c'est vraiment au service du développement? Nous, on ne pense pas, en comparaison aux autres banques des autres sous-régions, des autres pays, comme la Banque islamique de développement, les autres banques qu'on peut bien citer, qui sont véritablement au service du développement, qui financent la croissance, qui financent le secteur social. Nous, on pense que voilà, la BEAC est là depuis 72 et depuis le conseil d'administration du 12 juillet 2011, ils ont adopté un plan intitulé Plan d'action de modernisation et de réforme horizon 2013, quelque chose de ce genre. Mais autour, on ne sent pas. C'est vraiment... On fait quoi? On fait la dépendance à la France. Si c'est ça, c'est très bien fait. On fait quoi? Qu'est-ce que la BEAC fait de nos jours? On n'a pas eu monnaie depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut replacer cet élément au centre du débat interne dans cette voie-là? Pour peut-être espérer finalement que... Parce que la monnaie, c'est le carburant de l'économie. Et lorsqu'on n'a pas de monnaie, on ne peut pas, à l'heure où le débat de l'émergence est engagé au niveau international, on ne peut pas prétendre être compétitif si on n'a pas une monnaie. Et maintenant, au lieu de se lancer vraiment dans des réformes sérieuses, on fête les 40 ans. Bon, nous ne sommes pas contre les fêtes, mais nous estimons que, comme les autres banques des autres régions, la BEAC devrait véritablement être une banque au service du développement. Même l'esprit, même l'esprit. Vous savez, pour moi, je pense que pour qu'il y ait quand même, pour que les institutions fonctionnent bien, il faut également que les mentalités changent. On peut avoir toute une grande politique pour accompagner l'émergence ou alors pour accompagner, par exemple, le développement de nos institutions. Mais lorsque à l'intérieur, on a des hommes qui ne se soucient pas, par exemple, du développement sous-régional, qui ne se soucient pas de leur peuple, qui ne se soucient pas des hommes. Ils se soucient plutôt d'eux-mêmes et de leurs intérêts. Ils sont là pour se servir. Vous avez parlé, Eugène tout à l'heure évoquait le cas du Cameroun. Qu'est-ce que nous... Oui, non, quand vous avez, parmi les noms qui ont été cités dans le scandale, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Camerounais. Ils sont au premier chef avec les Gabonais. Donc vous comprenez que nous, on se retrouve toujours là où il y a du faux, du trafic. Parce que ces gars ont mis en place un système pour falsifier toutes les informations comptables qui pouvaient les accabler. On a l'impression également qu'aujourd'hui, ils sont à coquiner aux enquêteurs. Parce que où est-ce que la procédure judiciaire se trouve aujourd'hui pour qu'on nous dise que l'agent détourné au niveau dans l'institution BEAC a été retrouvé? C'est à quel niveau? Personne n'est au courant de rien. Les gars vont à leurs occupations, tout le monde, chacun est chez lui, chacun dépense son argent. Il y a même l'un d'entre eux qui, à un certain moment, demandait des réparations, que la BEAC devait lui verser de l'argent parce qu'on aurait terni, on aurait connu, son image aurait été connue. Voilà, nous allons sans doute revenir avec vous dans la deuxième partie avec le problème de la BEAC, les 40 ans d'anniversaire. Mais avant, je tiens à rappeler que Afrique Média, la chaîne panafricaine, est donc au cœur de l'événement et au cœur de cet événement et a couvert donc l'événement d'hier au niveau de Malabo. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ou de suivre le jingle de l'anniversaire des 40 ans de la BEAC.
40 millions de citoyens au niveau de l'Afrique centrale. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne, hein, Idriss, sur la politique monétaire de la BEAC durant ces 40 ans. Alors, en quoi ça a été bénéfique pour les États de la CEMAC, plus précisément le Cameroun? Oui. À recevoir une réponse, mais je vais revenir dessus, mais je voulais préciser à mon ami Foyette, on ne peut pas placer sur le même pied d'égalité la BEAC et les autres banques comme la Banque islamique de développement ou la Banque africaine de développement. Là, c'est des banques vraiment de soutien au développement. En Afrique centrale, il y en a une, c'est la BDEAC, qui est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La BEAC est une banque centrale et le rôle d'une banque centrale, c'est de gérer la circulation de la monnaie, c'est de permettre que l'argent puisse tourner dans une économie. Et lorsque l'argent circule dans une économie, ça favorise les investissements. Et là, je vais revenir. Et puis, je voulais aussi un peu m'attarder sur le scandale des 30 milliards. On ne peut pas s'arrêter uniquement à ce genre de choses. Je pense qu'il y a des problèmes bien plus sérieux, je ne vais pas dire plus graves, au sein de la BEAC, au sein des accords de coopération monétaire. C'est un aspect. Le professeur tout à l'heure il expliquait un peu les paramètres d'une indépendance de la monnaie. Mais vous vous rendez compte que si, pour qu'on soit même indépendant sur le plan monétaire, si les mentalités, si on garde les mêmes mentalités, vous pensez que ça pourra fonctionner? Non, je suis d'accord avec la question des mentalités. Oui. Je vais plus loin, c'est pas une question de mentalité, c'est une question de compétences. Est-ce que nous avons eu les compétences? Il faut comprendre quelque chose. La BEAC, lorsqu'elle est instituée, il faut qu'on se le dise, les Africains de l'Afrique centrale, comme dans beaucoup de pays africains, n'ont pas encore des compétences pour gérer les enjeux d'une politique monétaire. Aujourd'hui, effectivement, la question est très pertinente. Quelle est la politique monétaire de la BEAC? Là, je peux vous entraîner sur ce terrain et dire que peut-être qu'il faut qu'on change des choses. Et il y a des choses qui sont en train de changer. Monsieur Abagan Tchama, j'ai rien pour lui, je vais dire, je ne le soutiens pas, mais j'ai eu l'occasion de souvent échanger avec lui dans des rares comités de politique monétaire, et je comprends que l'institution a envie que les choses avancent. Il y a un problème avec la politique monétaire dans la zone CEMAC. Initialement, j'ai oublié les articles, initialement, la BEAC avait une stratégie qui consistait par exemple à reverser au début de chaque année 20% des recettes fiscales de l'année précédente aux États. Et il était aussi question que si les États ne pouvaient pas avoir les 20%, ça créait un problème. Alors, c'était bien tant que les États réussissaient à vendre à l'extérieur et avaient beaucoup de devises et importaient beaucoup moins. Mais aujourd'hui, ça a changé. On se trouve dans des situations où les produits qui ont... D'abord, cette politique monétaire a desservi la mise en place d'un tissu de production locale. Parce que les États, recevant beaucoup d'argent, les utilisaient pour des dépenses qui n'ont pas été vérifiées. C'est-à-dire, par exemple, un État comme le Cameroun pouvait se retrouver en début d'année avec 400 milliards. On n'était pas dans les budgets programmes, on était dans les budgets de moyens. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Les sous étaient dépensés pour construire des infrastructures dont on ne pouvait pas évaluer la portée, pour prendre des engagements qui ne pouvaient pas avoir une justification économique. Donc, il y a eu ce problème. Aujourd'hui, il y a eu destruction du tissu local et nous sommes restés sur les mêmes bases. C'est-à-dire que l'argent qui est émis au niveau de la BEAC sert à financer les importations, les exportations elles-mêmes ont réduit et du coup, ça pose un problème de révision de la politique monétaire de la BEAC. Et cette révision est en train de venir. Oui. Par exemple, ils ont aujourd'hui admis qu'on ne reverse plus. Il y a un processus. On ne reverse plus les 20% des recettes fiscales précédentes aux États. On a mis un processus qui permet aujourd'hui aux États de retrouver cet argent via les émissions des obligations du Trésor. C'est très important. C'est une avancée très importante. Évidemment, il y a eu des erreurs. Évidemment, il y a eu des couacs, comme dans tous les domaines en Afrique. Mais je pense qu'on est en train d'avancer. Et lorsqu'il parlait de perspective, d'une intégration en Afrique et dans le monde, vous pensez que c'est après 40 ans qu'on va penser ça? Et effectivement, je devais en revenir là-dessus au niveau de la révision, Admen Bala, pour vous poser la question de savoir, au niveau du fonctionnement même de la BEAC, est-ce que la constitution
la constitution des administrateurs étrangers et autres, on ne devrait pas aussi voir dans quelle mesure... Non, c'est clair que ce sera difficile. Oui. C'est difficile parce que nous dépendons, nous sommes tous conscients que nous dépendons de la France. Oui. Et la France veut toujours garder une même mise Ce sur... monopole. Oui, ce qui est vrai, il sera très difficile, comme le professeur l'expliquait, de tous ces membres, tous ces Français qui siègent au conseil, dans les conseils d'administration. Donc, de ce côté-là, ce sera vraiment difficile pour nous de partir, de faire partie les Français, les Européens de ce conseil. Et cela leur permet de nous gérer, cela leur permet de maîtriser effectivement comment nous fonctionnons. Ils sont là comme des indices, ils sont là comme des informateurs de leurs États. Voilà, Jeanne, on va quand même reconnaître que la BEAC a contribué énormément à l'intégration bancaire en Afrique centrale. Lorsqu'on parle de la commission bancaire de l'Afrique centrale, il faut quand même reconnaître que c'est l'un des aspects importants. Vous parliez de développement tout à l'heure. Oui, mais nous sommes quand même 40 ans après. Oui. Donc, je crois que la question, le problème de la BR est simple. Nous vivons... Il faut rompre ce cordon-là. Ça ne nous sert plus. Mais je vais dire quelque chose. Nous sommes en 2011 et on parle de la BR qui n'a pas de monnaie et on pense qu'on peut avoir une économie émergente dans la sous-région. Là, c'est vraiment utopique. C'est vraiment utopique. Et nous, on estime que si la BR veut vraiment être une BR sérieuse, elle doit une fois pour toutes. Nous savons que la BR souffre des réseaux politiques. La BR est conditionnée par un déficit de volonté politique. Et il y a même cette absence de collégialité dans la vision au niveau de la BR. Ça veut dire que si vous avez un chef d'État de la SMA et que vous avez une vision hyper panafricaniste, vous voulez vraiment couper ce cordon-là, ça ne peut pas être possible. Parce qu'il y a des intérêts comme ça, égoïstes à tous les niveaux. Et donc, si vraiment on pense qu'on peut avoir une sous-région émergente, je crois qu'il faut, une fois pour toutes, qu'on renforce la volonté politique et qu'on prenne des décisions. Voilà, on connaît la cause des problèmes. Et pourquoi tourner autour du pot, faire les petites fêtes, organiser ceci, cela. Et la BA est là pour financer les individus au détriment de la collectivité. C'est une caisse au service des hommes d'affaires. Non. Idriss va rebondir. Je peux faire repréciser. La BEAC ne finance personne. La BEAC, c'est une banque centrale. Je pense qu'il faut rentrer dans les fondamentaux. Je ne dis pas que tout est rose, mais il faut rentrer dans les fondamentaux et comprendre les mécanismes de fonctionnement des banques centrales. Et les rôles assignés. Et les rôles assignés. La BEAC finance les économies. Attendez, les économies. Je vous en prie. Les gens prennent dans les économies et le mettent dans les poches. Je vous en prie. C'est la même chose. Dans un élan. La banque centrale est avant tout la banque des États. Vous ne ferez pas le reproche à la BEAC de remettre l'argent aux États si les États après les utilisent mal. Et je dois même le dire. Non, écoutez, je pense qu'il ne faut pas se mettre dans une perspective. Regardons l'Europe. J'imagine que quand vous dites que la BEAC, 40 ans après, n'a rien fait, vous voulez comparer à d'autres. Voilà les États-Unis d'Amérique. Ils ont toujours masqué leur faiblesse via ce qu'on appelle la planche à billets. Parce que eux, évidemment, ils émettent leur monnaie. Laissez-moi finir. Oui. Nous avons un problème. Dans leur conseil d'administration, dans le conseil d'administration de ces institutions. C'est un détail. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, même si le conseil d'administration de la Fed aux États-Unis est entièrement contrôlé par des Américains, ils ne peuvent pas prendre des décisions à la va-vite parce qu'un pays comme la Chine détient près de 30 000 milliards en termes de bons du trésor américain. Ils ont leur mot à dire. Et je vais vous rappeler que lorsqu'il y a eu la crise de la dette aux États-Unis, la Chine a demandé aux États-Unis de mettre de l'ordre dans ses affaires. La Chine demande aujourd'hui aux États-Unis, demande aujourd'hui à l'Europe de mettre de l'ordre dans ses affaires. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être indépendant. Eugène parlait tout à l'heure d'une volonté politique. Mais qui n'a rien à voir avec les scandales. Et il parle de collégialité. Il y a aujourd'hui collégialité. Non, je pense que il y a des choses... Vous ne pouvez pas affirmer. Non. Il y a aujourd'hui collégialité, au moins dans les textes. Les textes prévoient la collégialité. Maintenant, c'est les hommes qui doivent mettre en œuvre la collégialité. Vous n'accuserez pas l'institution. Et autre chose, vous semblez dire qui sont ces hommes qui qu'une travaillent dans BEAC n'en a cette pas besoin. institution. Mais sachez une chose,
tous les pays ont besoin d'une banque centrale. Voilà, Parce que la banque Nous centrale... n'avons pas de banque centrale. Je suis Nous en désolé. avons, c'est la BEAC. C'est la France qui a une banque centrale. Nous Ce allons n'est pas la BEAC. ressortir donc avec ce sujet en Nous n'avons pas de banque opposant, n'est-ce centrale. pas, cette BEAC, la célébration de ses 40 ans avec la crise financière internationale. Alors j'aimerais que tout à l'heure vous avez abordé un aspect important de cette problématique avec la Banque fédérale américaine. Alors aujourd'hui, face à la crise internationale financière, que peut la BEAC? Comment est-ce qu'elle peut, n'est-ce pas, avoir une protection pour les investissements au niveau de l'Afrique centrale? Monsieur Nous allons Combo, ressortir avec cette... Monsieur Combo, je vous dis quelque chose de très fondamental. Le professeur que vous avez interviewé a parlé de blocage de l'économie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que des simples, je dirais pas petits problèmes. Vous me parlez de crise internationale, vous me parlez de la BEAC. D'une manière ou d'une autre, les banques centrales de la zone franc ont tenu bon face à la crise jusqu'ici. Pour une raison ou pour une autre. Les taux de croissance sont à 5-6%. Pour l'Afrique centrale, c'est 5,7%. Pas réduisant quand on Laissez-moi continuer. Vous partez Ça, du les détail, nous chiffres. sommes dans la macro. Oui, bien sûr. Alors, la BEAC jusqu'ici a montré certaines solutions. La BEAC, en tant qu'institution de gestion de la monnaie, peut avoir certaines limites. Effectivement, ce n'est pas intéressant que notre monnaie soit émise par le Trésor français. Évidemment, il y a des combats à mener. Mais aujourd'hui, ces combats sont en train d'être remportés. Nos réserves de change, qui à l'époque étaient déposées à 65% dans les comptes du Trésor public français, ça a été ramené à 50%. Les agents de la BEAC s'entraînent à gérer ce qu'on appelle des salles de marché. Les États aujourd'hui se financent via les banques. Le Cameroun a réussi encore cette année à lever près de 180 milliards via les banques. C'est quelque chose d'important. Les choses sont en train d'avancer. Évidemment, il y a eu des écueils. Les écueils sont liés à quoi? Il y a tout ce que vous dites. Il n'y a que la France, et c'est normal. La France qui part de l'Afrique ne veut pas abandonner complètement cette colonie. Elle veut garder ses intérêts. C'est normal. Est-ce que c'est la faute de la France si nos dirigeants, nous, n'ont pas assez de force pour pouvoir s'opposer et émerger? C'est pas la faute de la France. Vous pensez donc qu'il sera possible quand les dirigeants ne peuvent pas prendre des décisions fortes? Mettez-vous à la politique, mon cher ami. Peut-être que vous changerez les choses. Je vous en prie, je tiens à vous rappeler que l'émission est interactive. On avons les peut téléspectateurs. fêter les 40 ans parce que, Idriss, mine de rien, Les dépendances. mine de rien, Nous avons les téléspectateurs qui participent également à Oui, l'émission. 40 ans de 72. je vais revenir Serge. Soufflez qu'on Je vais revenir Serge pour soufflez dire qu'on respire un peu Je vais avec revenir Serge pour dire que mine de Idriss. rien, attends, mine de rien, Oui. on a 40 ans de monnaie.
De retour donc dans ce studio d'Afrique Média, après cette grande page de réclame, nous l'avions dit d'entrée de jeu, que cette émission est bel et bien interactive. Alors messieurs, vous êtes sur ce plateau et nous avions discuté longuement sur les dysfonctionnements de quelques problèmes que nous avons eu à rencontrer à la BEAC pendant ces 40 ans lors de cette célébration donc à Malabo. Je tiens à vous préciser ici que c'est grâce à cause de ces dysfonctionnements que un chef d'État au niveau de l'Afrique centrale s'est donc érigé. Il s'agit bien évidemment du président guinéen-équatorien Théodore Obiang Nguema qui a donc essayé de recadrer les choses. Aujourd'hui, on a l'expérience. Le gouverneur de la BEAC, il vient bien évidemment de la Guinée équatoriale. Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger tout ça. Le président Obiang Nguema a eu le mandat général, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, de ses pairs d'Afrique centrale, de procéder à la réforme des institutions de la CEMAC. C'est un mandat général. Et la BEAC est un des instruments, une des institutions de la CEMAC, de la communauté. Donc nous allons certainement dire que cette impulsion vient du président avec les changements au niveau de la BEAC. Disons que maintenant, on peut mettre à son crédit le fait que c'est lui qui a un peu comme, c'est un peu lui le maître d'ouvrage. Oui. Mais je vais dire, c'est pas Obiang Nguema qui a décidé seul de son côté, non. Et puis je pense qu'il discute de ça au niveau des chefs d'État. Je pense que chaque proposition qui est formulée est discutée au niveau des chefs d'État. Évidemment, il a apporté des points osés. On est en train de gagner la bataille, par exemple, du fameux compte des opérations, on dépose 65% de nos réserves de change qui a été ramené à 50. Il y a encore une bataille pour qu'on arrive à 40. On renforce la salle de marché au niveau de la BEAC. On a un comité de politique monétaire qui se renforce de plus en plus. On a aujourd'hui plus d'actions qui visent à donner à la banque la capacité de vraiment financer l'économie la plus petite. On a créé des instruments comme le FOGADAC qui garantissent des crédits jusqu'à hauteur de 5 millions. Donc, il y a aujourd'hui tout un mouvement. Mais ce n'est pas le président Obiang tout seul. Je pense qu'on lui a dit, puisque tu veux vraiment que les choses marchent, vas-y. Mais à chaque fois, il discute. Il ne rend pas compte. Il discute avec ses pairs. Et une fois qu'une décision a été adoptée à ce niveau-là, la BEAC peut avancer dans les réformes. Alors Eugène, j'aimerais revenir sur cet aspect parce que l'homme qui tient l'initiative quand même de recadrer les choses au niveau de la BEAC, c'est quand même un pays qui est en plein essor du développement économique, du développement social. Aujourd'hui, quand on parle de la Guinée équatoriale, on voit Sipopo, on voit Malabo. Quand même, on va dire que l'homme à la tête de cette initiation, c'est quand même lui qui est, n'est-ce pas, l'impulseur de cette bonne marche de la BEAC pour le moment. Justement, vous savez, on peut bien dire que l'émanation d'un débat et tout ça, mais je crois qu'il y a quand même les indicateurs dans son pays qui ne trompent pas. Voilà. Donc, la BEAC, si vous êtes le plus fort, vous prenez le lead. Et puis, je pense qu'en l'année dernière, ils ont annoncé un plan de réforme et de modernisation. Oui. Et nous sommes dans la mouvance de ce plan-là. Et c'était annoncé à l'horizon 2013. Peut-être nous sommes déjà très vifs dans le jugement. Il faudrait un peu attendre la fin de l'année 2013 pour commencer vraiment à toucher sur ce qui ne va pas. Voilà, mais je pense que il faut qu'on soit sérieux. La BEAC est conditionnée par beaucoup de facteurs. Il y a le transport également, le déplacement dans la sous-région, beaucoup d'éléments qui ne font pas le bien de cette banque-là. Et là, lorsque vous parlez du positionnement du président voilà, ça fait partie. Voilà, ça fait partie de cette question de volonté politique dont nous parlions tout à l'heure. Il y a des gens qui veulent vraiment travailler, il y a des gens qui, donc on peut parler de dictateurs et tout ça, mais je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de couper ce cordon-là et finalement d'arriver à quelque chose. Oui, mais les vrais ennemis de la BEAC sont dans la BEAC. Les vrais ennemis de la BEAC sont les membres de la oui, Ahmed Bala, vous voulez renchérir? Oui, parlant bien sûr du rôle du président équato-guinéen, Théodore Obiang Nguema, qui effectivement est en train de remettre, est en train de vouloir en fait moderniser l'institution. Comme l'a dit
Idriss, c'est vrai qu'il ne peut pas le faire seul, il le fait également avec l'onction et bien sûr de ses pairs. Mais il faut reconnaître que c'est au regard de l'évolution de sa société, au regard de son pays, de l'évolution de son pays et de la modernisation de son pays, des réformes qui sont effectuées au niveau de son pays, vous comprenez que même partout où il veut se trouver, il voudrait amener quand même cette dynamique-là pour transformer un peu les choses, pour faire évoluer les choses. Donc sur ce point, il faut reconnaître le mérite de ce président. Voilà, j'allais même aller un peu en profondeur en disant que tout à l'heure, nous avions suivi l'interview du professeur qui semblait présenter la rupture, qu'il faut automatiquement qu'il y ait une rupture entre ce franc CFA et bien évidemment la France. C'est pas facile. Avec la dernière actualité en Guinée équatoriale, on se rend compte que le président Obiang ose quand même, et si vous savez les litiges qui le posent aujourd'hui avec la France, la justice française, il ose pour que les choses changent en Afrique centrale. Je veux préciser une chose, ça m'embête un peu parce que là on discute, mais il faut comprendre une chose. Il y a longtemps qu'on n'a plus d'accord de coopération monétaire, au sens monnaie. Le franc CFA n'est plus rattaché au franc français. Le franc CFA est rattaché à l'euro. Les dirigeants de l'Afrique centrale ont manqué une vraie occasion et les textes de Maastricht qui créent l'Union européenne sont clairs. Les questions de monnaie sont de la compétence de la Commission européenne et non pas d'un pays membre. Alors aujourd'hui avec la France, nous avons ce qu'on appelle les accords de gestion budgétaire de la monnaie de la zone franc. Il faut que je vous explique pourquoi. Maintenant, vous allez me parler des comptes des opérations, c'est comme ça que ça marche. Aucun pays, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est pas Idriss qui dirige le débat ici. Aucun pays ne peut faire dans le commerce international sans avoir un compte des opérations. Nous avons choisi la France. C'est un bon ou un mauvais choix, on peut débattre dessus. Mais on a choisi de le faire avec la France. Est-ce que nous avons choisi la France? C'est un choix ou pas un choix? Et je ne suis pas dans cette échelle d'État. La BA n'est pas une nation Chine qui est la deuxième puissance. Les questions essayons de nous accorder l'indépendance. Vous ne pouvez pas le laisser. Vous ne pouvez pas le laisser développer. Oui, Ahmed Bala. Non, la BA je suis d'accord à déconstruire. Je vous en prie. Aujourd'hui, la parité du franc CFA, c'est avec quelle monnaie? La parité fixe du franc CFA, c'est avec quelle monnaie? Ahmed Bala, Très je vous en bien. prie. Nous avons des accords de coopération monétaire avec l'Union européenne et non pas avec la France. La France, nous avons un accord de gestion budgétaire via ce qu'on appelle le compte des opérations. Maintenant, vous avez écouté le professeur tout à l'heure. Oui. Il faut que tout ça qu'on coupe. Oui. Je connais beaucoup de professeurs. Oui, qu'on coupe ces liens. Et pour couper ces liens, on a parlé par exemple de la volonté politique. On a parlé de la volonté politique. Ce n'est pas un concept philosophique. C'est un concept. Comment concrètement vous pensez? Quelles solutions allons proposer concrètement? Nous allons, chers panélistes, nous allons lire ce SMS de ce téléspectateur pour essayer de départager les points sur cette table. Oui. L'un des malheurs de la BEAC est son siège au Cameroun, devenu terre maudite. Quand un sol est pollué, toutes les eaux qui y coulent le sont aussi. Ça, c'est Maurice qui nous écrit depuis Douala, c'est au Cameroun, la capitale politique camerounaise. Bon, c'est dommage qu'ils puissent penser que le Cameroun c'est un sol maudit. Nous avons encore 50% du produit intérieur brut de la sous-région. Donc, il faut faire attention. Si le Cameroun sort de cette zone monétaire, toute la zone perd 50% de sa richesse produite chaque année. Donc, il ne faut quand même pas aller jusqu'à ce niveau. En termes, je vais revenir certainement avec vous pour clore avec ce thème. En termes d'activité économique, en termes d'activité de transaction, comme vous avez parlé dans le domaine du transport, est-ce qu'on peut compter sur la BEAC pour créer un hub au niveau de l'Afrique centrale, comme c'est le cas par exemple en Afrique de l'Est, où le Kenya détient quand même un hub économique? À votre avis? C'est pas la BEAC de définir les politiques économiques des pays. Ne l'oubliez pas. Il y a aujourd'hui un programme économique régional qui est appliqué tant bien que mal à cause effectivement de la volonté politique. Vous avez raison. Et il y a des politiques nationales qui ont aussi des ambitions. La CEMAC parle de 2025, le Cameroun dit 2035. Il y a cet ensemble de choses qu'il faut d'abord agréger. La BEAC ne sera que là pour apporter la facilitation. Et je reconnais que jusqu'à une certaine époque, le fonctionnement, même statutaire de cette BEAC, ne permettait pas un bon investissement. Parce que tel que l'argent était redistribué, ça ne permettait pas qu'il y ait une augmentation de l'épargne des ménages
qui est la véritable source de financement d'une économie. C'est une émergent, vérité. Mais on est en Vous pleine voyez que évolution. ça a un lien direct avec la société, avec le social, avec le développement. On est en pleine évolution. Aujourd'hui, par exemple, les États émettent des obligations du Trésor. C'est quelque chose de très important. Ça a l'air banal. Voilà, c'est très Idriss, vous important. allez rester avec la parole parce que un téléspectateur vient également de poser une question adressée directement à vous. Oui. Monsieur Lange, peut-il nous expliquer concrètement comment faire pour nous libérer du franc CFA? C'est la question d'un téléspectateur. Je suis embarrassé quand on pose ce genre. Si on se libère... J'ai discuté avec un expert, un très grand frère à moi, monsieur Dieudonné Somba, qui au départ m'avait entretenu en me disant il fallait qu'on sorte du franc CFA pour adopter ce qu'on appelle la monnaie binaire, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ouais. Mais au fil des discussions, lui aussi, avec beaucoup d'autres experts, une rupture brusque avec le franc CFA ne présage pas d'un avenir forcément radieux. Alors il pense que pour un départ, on peut penser à ce qu'on appelle un abac monétaire, c'est-à-dire on a une... Il y a beaucoup d'autres problèmes derrière le CFA qui n'ont rien à voir avec la BEAC. Par exemple, le fait d'être obligé d'équilibrer les comptes commerciaux, c'est un problème pour l'économie d'un pays. Le fait que dans un pays il n'y ait pas de productivité, c'est un problème. Quand vous regardez là partout dehors, les gens ne produisent pas, les gens consomment. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, pour sortir du CFA, il faut d'abord qu'on redevienne maître de nos économies. Ce n'est pas le cas. Nos économies sont encore dirigées en grande partie par des investissements étrangers. Dans tous les secteurs. La téléphonie, c'est étrangers. Le transport, c'est étrangers. Les banques, c'est étrangers. On ne sait pas approprier notre économie. Lorsqu'on se sera approprié notre économie, on pourra dire, nous sommes maîtres de notre économie. Maintenant, nous allons devenir cette monnaie. Je crois que à ce moment... Est-ce qu'il ne pose pas là le problème de la nationalisation qui a été combattue longuement par la religion capitaliste et qu'on ouvre la voie, n'est-ce pas, aux privatisations qui permettent aux capitaux étrangers de booster l'économie des pays? Non, en fait, je suis vraiment très ravi d'écouter Idriss dans son développement, mais comme je continue à le dire, il sera très difficile pour nous de pouvoir nous départir d'un certain nombre de choses si la volonté politique n'y est pas. Tant que nos dirigeants accepteront toujours de signer ces accords, que nous, le peuple n'est parfois pas au courant de ces accords. C'est-à-dire on vient juste nous informer qu'on a signé tel accord et tel accord avec tel pays ou tel pays. Il sera très difficile pour nous de sortir de ces problèmes-là. Donc, quand il parlait, je ne te coupe pas, il parlait par exemple effectivement de la BEAC, que tout ne va pas, et ce n'est pas la BEAC qui va définir peut-être la politique d'un pays. C'est vrai, mais comprenons que toutes ces politiques-là, prenons la BEAC, ces 6 États, c'est les politiques de ces 6 États qui se rassemblent au niveau, et ça veut dire que c'est la réflexion de ces 6 États qui se retrouvent au niveau de la BEAC. Est-ce qu'on ne peut pas définir donc ensemble une politique générale, hein? Et Idriss, on ne peut pas définir une politique générale pour la sous-région qui puisse aider la population. Il y a une union économique des États d'Afrique centrale. Oui, Idriss, nous allons sortir avec ce sujet avec vous, Eugène. Aujourd'hui, on parlait de l'union monétaire. On parlait de la l'union monétaire. On parlait de la comme un élément assez important que la BEAC a soutenu pour la bonne organisation des banques au niveau de l'Afrique centrale. C'est quand même une avancée notoire qu'il faut reconnaître dans l'application des actes de la BEAC après 40 ans. Justement, on connaît le travail de la COBAC, ce n'est pas un travail que on peut... Ça ne peut pas débat ici, mais juste pour dire que, revenant à la BEAC, j'estime que il faut qu'on soit sérieux dans la sous-région. La BEAC doit, une fois pour toutes, poser ce débat de rupture en termes même de projet, à court, à moyen ou à long terme. Il ne s'agit pas de toujours de se mettre dans la posture d'accepter, oui, on a une économie financée par l'Occident, oui, non. Nous, on estime qu'on a suffisamment de compétences, on a suffisamment de ressources pour avoir une économie autonome, pour être autonome, si vous voulez. Et ce ne sont pas des respects qui manquent. La BEAC ne peut pas prendre les devances, elle est un mandataire. De la rupture est posée en termes de projet. Je pense que pour
pour récupérer notre économie, ça doit faire partie de ce programme-là. Et puis, on ne sera pas en train de tomber dans ce jeu que vous voulez nous allons clore, n'est-ce pas, avec cette première partie. Nous allons clore donc avec cette première partie. Le temps pour nous de revenir à l'actualité nationale. Nous avons parlé de l'actualité sous-régionale avec la BEAC, mais aujourd'hui, nous parlons dans le deuxième thème et le troisième de l'Assemblée nationale camerounaise dont beaucoup de textes ont été adoptés de l'autre côté et même la police camerounaise qui se modernise davantage. Mais avant de revenir sur cette thématique, nous allons souffler avec la revue de la presse d'Afrique Média, donc présentée par Cédric Bonomo. Mesdames et messieurs, chers invités, chers téléspectateurs, bonjour. L'actualité cette semaine a été dense en émotions. Des émotions portées par plusieurs célébrations. Des célébrations comme celle que Cameroun Tribune annonce dans son édition du mercredi 21 novembre 2012. Cinquantenaire du Peace Corps au Cameroun, Chantal Biya sera là. Voilà les termes qui permettent au quotidien gouvernemental de relayer en page 4 le communiqué de presse parvenu à sa rédaction et qui précise que la première dame du Cameroun procédera le 10 mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé à l'ouverture de la foire exposition organisée à l'occasion de la dite célébration. C'est également à travers le même numéro du journal qu'est présenté en page 19 le Peace Corps, entendez Corps de la paix. Cette organisation américaine qui s'attelle depuis 1962 à accompagner les populations camerounaises dans leur développement. Et parmi certaines réalisations entreprises jusqu'ici, Cameroun Tribune annonce une bibliothèque ouverte aux jeunes de Fumbot dans l'ouest du pays et des ateliers de communication pour le changement de comportement dans le Grand Nord concernant l'esprit d'entrepreneuriat, la lutte contre le VIH-Sida et la protection de la nature contre l'avancée du désert. La présence de la première dame Chantal Biya à cet événement est donc une marque de gratitude de l'État camerounais tout entier. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a également célébré cette semaine son 40e anniversaire. Et le titre choisi à cet effet par Cameroun Tribune, édition du vendredi 23 novembre 2012, est assez révélateur. 40 ans après, la BEAC tient bon. On peut tout de suite deviner que les festivités qui se tiennent en même temps au Congo, au Gabon, au Tchad, à la République centrafricaine, au Cameroun et avec pour centre de gravité la Guinée équatoriale ont pour enjeu majeur l'établissement du bilan de ce parcours qui s'achève et la préparation de celui à venir. Ainsi, même si Cameroun Tribune souligne certaines avancées en termes de stabilité monétaire, de maîtrise de l'inflation et de discipline budgétaire, le journal précise que beaucoup reste à faire à l'instar de ce commerce intracommunautaire qui se situe en deçà de 10% des échanges entre les 6 pays de la dite organisation. C'est donc là une célébration qui a fait place à de grandes réflexions, des réflexions un peu comme celles qui ont lieu depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale et qui ont permis à Cameroun Tribune d'annoncer lundi dernier le retour du code électoral. Et parmi les autres innovations prévues dans le cadre législatif des travaux au palais de verre de Ngouaïkélé, le journal souligne le cautionnement pour l'élection des députés qui pourrait passer de 3 à 1 million de francs CFA et la distribution des cartes électorales qui devrait suivre immédiatement après leur délivrance. Autre innovation également annoncée, une nouvelle prorogation pour ce qui est du mandat des députés. L'information développée en page 6 de ce numéro du quotidien gouvernemental fait savoir qu'une rallonge de 3 mois dans le mandat des députés vient d'être mise sur examen avec la volonté du chef de l'État dans le souci d'assurer l'atteinte des objectifs d'Elections Cameroun en matière de refonte des listes électorales. Cameroun Tribune précise par ailleurs que cette nouvelle prorogation, au cas où elle est adoptée, prendra effet à partir du mois de février 2013. Mais la révolution ne se limite pas uniquement au domaine législatif. La sûreté nationale est également passée sous les retouches du président de la République. Paul Biya réorganise. Voilà la phrase qui annonce dans ce même numéro les mutations à venir après la signature de plusieurs textes le lundi 19 novembre 2012 par le chef de l'État. 10 décrets et un arrêté qui viennent améliorer les conditions de travail des institutions et des officiers de maintien de l'ordre et de la sécurité au Cameroun. Il est question, entre autres, de l'attribution d'une prime de risque aux fonctionnaires de la Sûreté nationale, de l'organisation et du fonctionnement de l'hôpital de police et de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. La formation des agents, l'octroi de nouveaux équipements de travail et le renforcement de leurs institutions d'encadrement. Voilà en bref les réformes que présage la signature de ces textes par le chef de l'État Paul Biya. Des réformes qui permettront d'ailleurs à Cameroun Tribune de présenter au peuple camerounais une police New Look, et ce,
dans sa parution du mercredi 21 novembre 2012. Une édition qui offre en page 5 la synthèse de ces textes du chef de l'État dont le but majeur est d'assurer un meilleur cadre de travail aux acteurs de la sûreté nationale au Cameroun. Et si dans certains domaines des problèmes ont pu trouver des solutions, en sport, la situation est loin d'être confortable. Tout d'abord, c'est l'incertitude qui paralyse la préparation des 3e Jeux nationaux du Cameroun, selon l'annonce faite dans le quotidien Stade, parution du mercredi 21 novembre 2012. Le journal précise qu'à un mois de l'ouverture des Dixia de 2012, prévue du 17 au 22 décembre prochain dans la ville de Douala, des inquiétudes restent perceptibles concernant la disponibilité du budget qui supportera l'organisation matérielle de cette 3e édition. Des craintes sont formulées et selon lesquelles le quotidien de Lambert Photo redoute que le retard accusé par l'État, pourvoyeur à 75% dans le cadre du financement de ces Jeux, ne laisse place, le moment venu, à de l'improvisation et à de l'amateurisme dans l'organisation des activités. Des craintes également concernant la tenue de l'Assemblée générale des fédérations sportives dont l'instruction est encore attendue de la part du ministre des Sports et de l'Éducation physique Adoum Garoua. Selon ce même numéro de Stade, aucune déclaration n'a encore été faite au sujet des opérations de renouvellement des organes dirigeants au sein des fédérations sportives civiles nationales. Quand va-t-on préparer et procéder aux élections des présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des différentes fédérations sportives du pays? Quelles sont les modalités de candidature à ces différents postes? Voilà les questions qui restent sans réponse à 6 semaines de la fin de l'Olympiade 2008-2012. Des inquiétudes qui amènent Stade dans son édition du vendredi 23 novembre 2012 à se poser la question suivante. Adoum Garoua veut-il couler les fédérations? Les réactions de certains Camerounais relayées en page 2 de cette parution laissent souligner pour d'aucuns la possibilité de certaines manœuvres de la part du ministre des Sports et de l'Éducation physique afin de favoriser certains candidats et d'en déstabiliser d'autres. Des réactions antithétiques pensent par contre que le temps n'est pas un problème, les différents candidats potentiels devraient être prêts à tout moment. À chacun donc de faire son analyse dans le cadre de cette polémique. Quant à nous, il est temps de poursuivre notre aventure à travers le débat de la presse sur Afrique Média, votre télévision panafricaine.
Voilà, retour une fois de plus dans ce studio donc d'Afrique Média dans le cadre du débat de la presse dernière partie du programme. Nous l'avons annoncé. Assemblée nationale, budget programme, révision des textes constitutionnels et révision du code électoral. Le Cameroun a donc connu sa 4e édition en termes d'Assemblée nationale. Donc les députés, les élus du peuple se sont regroupés à l'hémicycle de Ngouaïkele pour débattre des problèmes fondamentaux de la constitution camerounaise et même des aléas de la bonne gouvernance, en parlant bien évidemment du budget programme. Nous allons revenir là-dessus avec Eugène Foyette, qui est membre de la société civile, en précisant qu'avec cette 4e édition de l'Assemblée plénière au niveau de l'hémicycle de Ngouaïkele, beaucoup de choses ont été proposées par le gouvernement même déjà en ce qui concerne la révision constitutionnelle pour le Conseil constitutionnel. Oui, nous savons que voilà, chaque fois ils se réunissent, beaucoup de choses, comme vous le dites, sont annoncées. Oui. Maintenant, on nous parle du budget programme, comme si il y a souvent des budgets qui ne sont pas pour financer des programmes. C'est comme si, en fait, c'est une forme de tautologie. Mais en tant que société civile et acteurs intervenant dans le domaine de la santé, tout ce que nous disons, qu'il s'agisse du budget programme ou du programme budget, tout ce que nous demandons, c'est que le Cameroun soit une fois pour toutes sérieux et qu'on alloue au moins 15% de ce budget-là à la santé. Parce qu'il a été démontré par la Banque mondiale, les autres institutions financières, que pour vraiment être sérieux, si on veut être vraiment un pays émergent ou un pays qui place au centre de ses intérêts l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement, il faut financer la santé. Et nous estimons qu'il y a suffisamment de sources de financement dans ce pays pour financer la santé même à plus de 20%. Donc, pour une fois pour toutes, nous demandons aux parlementaires de voter un budget conséquent pour la santé au Cameroun. Nous savons que les PAP ont été déjà envoyés depuis 2010. Nous demandons que l'enveloppe budgétaire de la santé soit revue à la hausse et nous estimons que nous serons entendus. Et voilà. Vous avez préféré prendre l'angle du budget programme comme initiative assez importante au niveau de l'Assemblée nationale. Mais alors, est-ce qu'au départ, on peut clarifier l'opinion nationale et même internationale sur le fondé de ce budget programme? Parce que, semble-t-on dire, c'est pour assainir davantage les finances publiques, assainir les politiques de développement de chaque département ministériel. Voilà, le budget programme, c'est en fait, quand on parle de budget programme, on met l'accent sur l'impact. Ouais. C'est un budget calé vraiment pour financer quelque chose avec des résultats attendus, des objectifs clairs. Avant, c'était chaque département ministériel passait, disait comme ça là, proposait des trucs et on donnait de l'argent. Après, on ne savait pas si c'était financé ou pas. Et après, les gars revenaient, aucune évaluation, les gens s'en mettaient plein les poches. Oui. Maintenant, nous estimons que il faut, pour la santé, c'est une question noble. Excusez-moi de m'atteler là-dessus. Oui. Il faut vraiment qu'on mette l'accent là-dessus parce que nous avons suffisamment eu des données qui nous démontrent que si on veut vraiment être émergent, il faut financer la santé. Oui. Et nous pensons que, vu que la santé, la réussite des autres départements ministériels, de leurs programmes, de leurs divers programmes, dépend aussi de la santé, du bien-être des ressources humaines. Oui. Nous pensons que il faut une fois pour toutes que la priorité soit accordée à cette santé. Oui. Ça ne sert à rien chaque fois de financer la défense à hauteur de 40% et tout. Nous ne sommes pas en état en guerre. Nous avons des taux de décès ahurissants. Nous sommes à 403 pour 1000 habitants en termes de taux de décès. Et c'est des chiffres qui font foi au dos. Et nous sommes le 15e en termes de mortalité, taux de mortalité materno-infantile. Donc nous sommes à 4,3% en termes de prévalence des personnes vivant avec le VIH. Et vous savez, quand la prévalence du VIH d'un pays est très, très, très forte, ça fragilise tous les autres programmes sanitaires parce que le VIH, c'est une infection qui prédispose les populations à attraper d'autres infections que leur système immunitaire pouvait gérer tout simplement. Voilà. Donc nous sommes en train d'aller à une catastrophe sanitaire et voilà, depuis, nous n'arrivons pas à respecter la déclaration d'Abuja
Pourtant, on s'est engagé à Abuja en 2001 à louer au moins 15% de notre PIB à la santé. À côté, il y a l'OMS qui recommande 34 $ par an, par habitant pour la santé. Aujourd'hui, nous sommes à 14. Voilà. Vous pouvez bien voir, dans le système de santé, il y a des gaps à tous les niveaux, au niveau technique, programmatique, les ressources humaines. Nous ne sommes même pas à un médecin pour 10 000 habitants. Donc c'est ça que nous demandons aux parlementaires, de saisir l'opportunité de cette session budgétaire, de cette nouvelle session, pour vraiment mettre la santé au cœur des débats et à octroyer une fois pour toutes un budget conséquent à la santé. Respecter les 15%. Respecter également les 15%. Voilà, nous allons revenir avec vous, Idriss. Tout à l'heure, on a évoqué l'aspect du budget programme dans le cadre de la santé. Alors, est-ce qu'avec cette technique-là, administrative, on pourrait voir les projets ne plus dormir dans les tiroirs? Non, disons que déjà l'initiative d'adopter le budget programme, je pense aussi une démarche sous-régionale. À un moment, je pense que les États de la sous-région ont décidé d'harmoniser la manière de gérer les finances publiques. Et effectivement, ça peut être intéressant de partir plutôt sur la base des programmes pour pouvoir défendre les moyens qu'on demande au Parlement. Ça détermine la volonté d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais moi, j'ai quand même un problème avec la démarche aujourd'hui telle qu'elle se passe à l'Assemblée nationale. Déjà 10 jours après, les députés n'avaient ni programme, ni projet de budget. Donc, du coup, on se demande quand est-ce qu'ils auront le temps de lire tous les programmes pour en valider l'efficience avant de pouvoir encore valider les budgets que les ministères, alors les membres du gouvernement vont demander. Je pense qu'il y a déjà un problème à ce niveau. Maintenant, la deuxième chose, en fait, on assiste à une espèce de mue du serpent. C'est-à-dire le serpent, quand sa peau est déjà vieille, bah, il passe sur un caillou, il enlève sa peau, mais il reste ultra venimeux. Donc, si on est dans le budget programme et qu'on ne revoit pas dans le fond les compétences au sein de la fonction, parce qu'un programme, ça suppose avoir des objectifs, ça suppose avoir des indicateurs, ça suppose avoir des impacts. Et aujourd'hui, on n'évalue plus un programme sur la base seulement de l'atteinte des indicateurs. J'ai eu la chance de voir un programme du ministère des PME. Parmi les indicateurs, les PME sont formés. Ça ne peut pas être un indicateur. Et on doit aujourd'hui évaluer un programme sur la base de l'impact le plus significatif. Nous avons formé les PME, elles ont recruté 5 millions de Camerounais. Ça, c'est un impact significatif. Quels sont les impacts significatifs escomptés? On ne les a pas. Quels sont les indicateurs même qu'on compte mettre en place pour mesurer que le programme avance bien? On ne les a pas. Qui va évaluer le travail de l'administration à un niveau intermédiaire? On n'a pas une connaissance claire de cela. D'autres choses, le budget programme demande qu'on ait même une professionnalisation de l'activité des parlementaires. Le parlementaire ne doit plus simplement venir et voter une loi en fonction. Moi, j'ai suivi des parlementaires dire, ah ben, est-ce qu'ils ont construit l'eau chez moi? Est-ce que ce budget programme rend les parlementaires vraiment nationaux? Le député devient le député de la nation. Alors, en termes clairs, le budget programme permettra quand même au projet de ne plus être dans les tiroirs. Le budget programme peut permettre à des projets de ne plus être dans les tiroirs, mais ça, c'est à la condition qu'il ne suffit pas qu'on le vote. Il faudrait qu'il y ait l'accompagnement nécessaire qui va avec. Il faut qu'on ait un nouveau type de compétences. Il faut qu'on sorte de l'esprit de la bureaucratie. Des gens qui viennent... Quand on travaille dans un projet, on travaille dans un projet. Ce n'est pas une... On vient pas le matin et on dit, j'ai rempli mes 2 dossiers et ça suffit. Voilà, nous allons certainement ressortir avec le budget programme avec vous, Ahmed Bala. Idriss a parlé tout à l'heure d'une question assez importante, l'origine de ce budget programme. Beaucoup font de la récupération au niveau national au Cameroun en prenant cela comme une initiative purement camerounaise. Pourtant, c'est une initiative de la CRAC, la CEMAC, autant pour moi, chapeautée par le Japon. Le Japon qui met des financements pour que le budget programme dans chaque État de la CEMAC puisse, n'est-ce pas, laisser transparaître la bonne gouvernance, la gouvernance efficience au niveau des finances publiques. Alors, quand on parle de budget programme au Cameroun aujourd'hui, Ahmed Bala, est-ce que vous pensez véritablement que les députés sont suffisamment outillés pour comprendre afin de valider? On se rappelle encore il y a de cela quelques semaines, oui. Le FMI avait créé donc un atelier de formation avec la commission financière et budgétaire de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés, je ne vais pas citer certainement les noms ici, étaient ahuris et se disaient ils ne comprennent pas le concept du budget programme.
Alors on se pose quand même des questions sur son application au Cameroun. Oui, tu as déjà répondu à la question. Tu as répondu à la question quand on sait comment certains députés, certains font pour se retrouver au niveau de l'hémicycle de Guayaquil. Donc, comme Idriss le disait, il faut des spécialisations, il faut quand même que nos députés soient des gens formés, qu'ils sachent, c'est-à-dire que quand on leur apporte un dossier, quand on leur apporte par exemple un programme comme le budget programme, qu'ils maîtrisent la chose. Quand vous observez donc nos députés avec les révisions qui sont faites, on révise aujourd'hui, demain, on fait encore des amendements, après-demain, vous comprenez qu'eux-mêmes ne maîtrisent rien de tout ce qui se passe. Il n'y a que quelques petites personnes, il y a que quelques personnes là qui maîtrisent et puis ils jonglent les autres. La majorité de ces députés là, il faut connaître, vous connaissez comment ils font pour arriver là-bas. Certains sont, ce n'est qu'ici qu'on voit des anciens chargeurs d'un van qui sont députés. Mais qu'ici qu'on voit des anciens féticheurs qui sont députés. Donc comment il va te maîtriser les affaires de budget programme? Vous venez vous bavarder tout ce que vous bavardez. Si on dit si, il va signer. Oui. Voilà, Idriss, il va signer. Idriss, le budget programme, il faut bien le préciser, c'est une directive de la CEMAC. Alors en tant que directive, on doit aller en cohésion pour que les finances publiques soient assainies et mieux gérées. Alors, on se dit bien, je reviens toujours au niveau des projets. Aujourd'hui, dans les départements ministériels, les projets étaient bloqués parfois. Alors aujourd'hui, on donne le budget programme sur une durée au moins 3 ans. Vous pensez à l'efficacité d'une telle politique? Non, je crois que quand tu poses des questions, tu sais très bien qu'il y a les réponses dans tes questions. Déjà, le président de l'Assemblée nationale, M. Kavaïgué Djibril, il a dit un truc terrible. Il a dit les programmes qui vont être proposés sont la plus haute.
de la presse sur Afrique Média, la chaîne panafricaine. Nous avons toujours comme invité des journalistes et membres de la société civile, Eugène Foyette, Ahmed Mbala et bien évidemment Idriss Linge, qui aujourd'hui soutiennent le panel pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Nous allons finir bien évidemment avec la problématique de l'Assemblée nationale où nous parlions de la révision des textes constitutionnels. Alors, Idriss Linge, nous avons parlé de l'article 7 important pour le Conseil constitutionnel qu'il fallait que le gouvernement propose à l'Assemblée générale et que cela puisse passer. On ne revisait pas les textes du Conseil constitutionnel. Ces textes ont été revisés en 2008 lors de la grande modification constitutionnelle où on ne s'est focalisé que sur la modification du mandat du président qui permettait à Paul Biya de pouvoir se représenter. Mais il y a eu une modification substantielle portant sur le mandat des membres du Conseil constitutionnel qui est passé de 9 ans non renouvelables à 6 ans éventuellement renouvelables. Et ce qu'il faut préciser, c'est que fort de la Constitution de 1996, il y avait un texte de 2004 qui disait que qui organisait le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Avec la révision de 2008, il était donc normal que le gouvernement puisse soumettre un nouveau projet de loi qui permet d'adapter la loi d'application sur le Conseil constitutionnel à la niveau de disposition constitutionnelle. Mais maintenant, je prends en mon compte toutes les critiques qui ont été faites. Et d'ailleurs, je dis qu'il y a un très important livre, c'est dommage que les Camerounais ne lisent pas. Il y a un très important livre de Alain Didier Olinga, le professeur. Il a apporté des réflexions pertinentes. Par exemple, pourquoi le mandat du Conseil constitutionnel de ses membres doit être à 6 ans. C'est pas intéressant parce qu'un président qui a un mandat de 7 ans, lui, à la veille de l'année électorale, peut tranquillement modifier le Conseil constitutionnel à son profit. Pourquoi est-ce qu'on peut, les modalités même de nomination et de convocation des membres du Conseil constitutionnel, il y a un ensemble de choses qui sont critiquables, mais dans le fond, c'est pas un débat nouveau, c'est un vieux débat et on aurait dû le lancer au moment de février 2008, lorsqu'on modifiait la Constitution tout entière. Voilà, mot de fin, Mbala, nous allons revenir sur la révision du code électoral quand même. Oui, ça c'est... Les choses ont été dites là-dessus. Tout à fait, parce qu'en début de semaine, le ministre de l'administration territoriale était devant les députés pour, où il défendait le texte qui voulait que l'ECAM puisse délivrer les cartes électorales juste après que celle-ci ait été établie. Bon, on se demande pourquoi est-ce qu'ils avaient d'abord, cette loi avait d'abord été promulguée avant. Il y a également par rapport au plenichérie des députés, sur la caution. La caution, ils ont trouvé que le montant de la caution était très élevé, 3 millions. C'était en avril dernier que ce texte a été promulgué. Et on nous dit aujourd'hui que c'est revenu à 1 million. Vous comprenez que ça devient un jeu de ping-pong, on ne sait plus à quel jeu nous jouons. Mais je voulais quand même signaler quelque chose, parlant bien sûr de l'État. On nous parle qu'ils doivent nous délivrer maintenant les cartes. Si seulement les conditions techniques le permettent, ils doivent délivrer les cartes si les conditions techniques le permettent, après que celle-ci ait été établie. Bon, on a assisté quand même au départ, lorsqu'on parlait de la réforme biométrique, il y a une entreprise camerounaise qui fait dans cette biométrie, qui nous a démontré dans un hôtel de la ville qu'il pouvait en 3 minutes enrôler quelqu'un, enregistrer un électeur. Mais aujourd'hui, je me suis fait enregistrer quelque part, pendant 7 minutes. Vous comprenez que ça fait problème. On se demande en combien de temps est-ce que si une personne peut être enrôlée en 7 minutes, combien de personnes peuvent être enrôlées en un jour? Donc le problème de technicité se pose. Ça se pose. Et vous n'allez pas en vouloir la structure qui s'occupe, la structure allemande qui s'occupe de cette réforme aujourd'hui, puisqu'elle était couchée chez elle tranquillement, on allait la chercher, elle ne faisait même pas partie des présélectionnés. Donc vous comprenez que tout ça c'est un cafouillage, c'est un ping-pong. Et on vous dira encore demain que les députés ont pleurniché et on a revu en baisse leur caution. Donc tout ça, ça ne surprend personne, c'est un jeu auquel ils nous ont habitués. Donc qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Et Jeanne Foyette, pour terminer avec vous. Je vais juste dire comme Amel que voilà. D'ailleurs, parlant des révisions du code électoral, il n'y a pas suffisamment eu de concertation.
dans ce pays, on aime croire que la société civile est une société civile idiote qui ne peut rien dire de sérieux. Ou parfois rabattu au deuxième plan. Et ça, c'est... on nous a servi des textes au rabais et ça va donner le même résultat qu'on a souvent l'habitude d'avoir. Et là, ce n'est pas le débat. Mais pour revenir à la question du budget programme, nous voulons juste dire ceci. Nous espérons que ce n'est pas une nouvelle formule pour entourlouper les Camerounais et que on doit accompagner ce concept-là des autres concepts, comme le concept de suivi et évaluation, le recrutement des experts. Parce que le budget programme, lorsqu'on parle de programme, ce n'est pas un fonctionnaire qui doit gérer un programme, c'est des experts en management de programme. Et des fonctionnaires camerounais, est-ce qu'ils ont été capacités pour gérer des programmes? Nous, on ne sait pas. Mais nous demandons que cela soit un peu renforcé à différents niveaux. Et même, lorsqu'on parle de budget en ce moment, avec 10 jours qui restent aux parlementaires, est-ce qu'ils vont suffisamment à la fois examiner les programmes, les budgets? Soyons sérieux une fois de plus. Nous estimons que tout est mal parti pour donner un faux résultat, mais nous demandons vraiment aux parlementaires de replacer la question de santé au centre des priorités. Ce n'est pas un débat politique. Nous estimons la question de la santé, c'est une question noble qui mérite. C'est une question apolitique. Tout le monde est concerné par la santé. Vraiment, finançons la santé à la hauteur des enjeux et nous arriverons à la croissance. Voilà, finançons la santé et nous arriverons à la croissance. C'est sur ces propos de Jeune Foyeb que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de l'édition de ce jour. Monsieur, merci d'avoir été là. Idriss Lynch, merci. Voilà, Admen Bala, merci. Oui, merci également Serge. Merci à tous les téléspectateurs qui ont pris un peu de leur temps pour regarder. Et Jeune Foyeb, vous êtes de la société civile, vous serez toujours le bienvenu sur les plateaux d'Afrique Média. Okay, merci de nous avoir invités. Nous sommes vraiment comblés. Nous allons mettre donc la clé, fin à cette émission. Nous avons bénéficié de la collaboration de toute l'équipe technique chapeautée par son directeur régional, M. Gustave Singh. À nous revoir la prochaine fois sur les antennes d'Afrique Média. Au revoir.